Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Stories. Au sommaire ce dimanche, une émission consacrée à l'immobilier et donc au monde dans lequel nous vivrons demain. On en parle avec Ronan Vaspart, le directeur du MIPIM qui lance cette semaine une sorte de Fashion Week de l'immobilier. Ce sera en deuxième partie d'émission. Le monde de demain, c'est aussi celui que l'on bâtit pour nos enfants et des groupes façonnent, revisitent les lieux de vie dans lesquels ils vivent. Jean-Baptiste Mortier, président de Clé, acteur de la résidence étudiante, est là pour nous en parler. On gardera aussi un œil ouvert sur le monde car c'est le grand retour de Florence Martin-Kessler, fondatrice du Live Magazine. Smart Stories, c'est parti. Smart View avec Jean-Baptiste Mortier, président de Clé. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors depuis 2017, vous essaimez en France des résidences étudiantes dites de nouvelle génération. Vous allez nous raconter à quoi elles ressemblent. Vous en avez créé 13 en 3 ans et vous en avez ouvert 6 sur les derniers mois, la dernière année précisément entre 2019 et 2020. Vous bénéficiez de la force d'AXA, de la force de frappe d'AXA puisque vous êtes rentré dans son giron, vous avez été racheté récemment. Alors aujourd'hui, quelques chiffres, il y a 3 millions d'étudiants pour 10 fois moins de lits. C'est une des raisons pour lesquelles vous êtes évidemment emparé de ce marché. Comment est-ce que vous expliquez ce déséquilibre ? En fait, le déséquilibre, il est lié au fait que nos enfants et la jeunesse française ont été pendant des années le parent pauvre de notre pays. Alors on se pose beaucoup de questions aujourd'hui et vous le faites très bien en recevant des jeunes entrepreneurs et en essayant de montrer que cette jeunesse a envie de faire beaucoup plus que ce qu'on a bien voulu lui accorder depuis des années. Mais on ne sait pas où elle a été logée. Mais on ne sait pas où elle a été logée, on ne s'est jamais posé la question de l'environnement qu'il fallait mettre à sa disposition et lui créer pour qu'elle ait envie elle-même de créer et de se développer. Ça paraît sidérant quand même. Mais c'est sidérant, mais parce qu'on est en retard, la France est en retard. Si on prend vraiment purement la classe d'actifs immobilières pour parler d'immobilier un peu pur, on est en retard sur tout en France. Les résidences étudiantes, le co-living, ça existe aux États-Unis, dans les pays nordiques et en Angleterre depuis des années et des années. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait en 20 ans ? On a construit des clapiers de 12 mètres carrés en France un peu partout. Et ces clapiers, on les a vendus à la découpe en défiscalisation à des personnes individuelles, à des particuliers qui pouvaient comme ça déduire ça de leur impôt sur le revenu et qui avaient bien entendu strictement aucune envie de faire des efforts pour faire des travaux chaque année et se poser la question de qu'est-ce que je veux mettre à disposition de locataires. C'est quand même la question qu'on se pose dans tous les métiers de l'immobilier. Vous prenez la santé depuis 10 ans, tout l'immobilier de santé a été complètement révolutionné avec l'ambulatoire. Immobilier de bureau. Tout. Pourquoi on a oublié les étudiants ? Mais parce que les étudiants payent pas, les étudiants c'est les APL, les étudiants c'est leurs parents, les étudiants sont nomades. Pas assez rentable. Mais c'est un secteur qui est parfaitement rentable. Il suffit d'en faire une classe d'actifs et de se dire que ça l'est. Et d'ailleurs, accessoirement, si on se pose la question aujourd'hui de vous la poser à des investisseurs immobiliers, AXA ou d'autres, est-ce que c'est vraiment la rentabilité de l'immobilier qui est intéressante aujourd'hui ou est-ce que c'est pas sa résilience face aux crises ? Quand vous êtes dans des crises comme celle qu'on vient de vivre et que vous avez de l'immobilier de commerce ou de l'immobilier de bureau, vous savez vraiment pas ce qui va devenir demain. Immobilier étudiant, vous avez toujours aujourd'hui en France 300 000 lits pour 3 millions d'étudiants. Quoi qu'il arrive, même dans des périodes de crise, même si c'est peut-être un peu moins rentable, c'est résilient et ce sera toujours plein. Donc la question qu'il faut se poser sur cet immobilier, c'est comment est-ce que... Vous parliez de disruption dans certaines de vos interviews avec des jeunes. C'est bien écouté, c'est bien. C'est réfléchir différemment. Alors, vous avez réfléchi différemment, ce qui vous a permis de créer ces résidences étudiantes. On va en voir quelques photos à l'écran. À quoi est-ce qu'elles ressemblent ? Décrivez-les nous. Parce que vous m'avez l'air un peu énervé. Voilà, on les voit là. Alors, je ne suis pas du tout énervé, mais c'est vrai que c'est un environnement qui m'a vraiment choqué. Bien sûr. Et quand on découvre ça, ça m'a choqué et surtout ça m'a lugubre. Considérablement contrarié en fait de voir que ces jeunes étaient le parent pauvre alors que c'est la force vive et le poumon de notre pays. Alors du coup, qu'est-ce que vous avez créé ? À quoi ça ressemble ? On n'a pas réfléchi autour du logement, on a réfléchi autour d'un lieu de vie. C'est-à-dire on s'est dit l'étudiant il est 18 heures par jour en moyenne en dehors de son école ou de son université, voire plus d'ailleurs dans certaines universités et certains cursus. Donc il va être chez nous très longtemps, pendant 18 heures par jour, peut-être un peu moins, il va sortir, aller faire du sport, ainsi de suite, mais il va être chez nous pendant un temps très long. Qu'est-ce qu'on lui met à sa disposition pendant tous ces moments de vie ? Et donc on va lui mettre à disposition un lieu de vie. On va raisonner un peu différemment sur son logement. Alors on a fait un partenariat avec l'école Boulle et on a redesigné complètement le logement de l'étudiant avec des groupes d'étudiants de l'école Boulle qui ont réfléchi comme réfléchissent leurs congénères pour créer
la chambre de demain, une estrade, un endroit où on chill. C'est comme ça qu'ils raisonnent. C'est pas la peine de faire des lits comme si on était dans une cellule avec des lits de 90. Ils veulent dormir dans un lit de 120. C'est comme ça. Ils sont étudiants. Ils dorment pas forcément seuls tous les soirs. Donc il faut réfléchir comme eux. Ils ont envie de vivre dans des espaces un peu grands, un peu communautaires. Ils vivent avec leur communauté. Ils ont envie de cuisiner ensemble. Ils ont envie de partager, d'échanger. Et donc on a créé tous ces lieux de vie. Le résidentiel, bien sûr, et le logement est important, mais il n'y a pas que ça. Et avec tous les services qui vont avec leur quotidien. La voiture connectée au sous-sol. Vous pouvez commander sur l'appli Clé et partir avec, et ça envoie immédiatement un chat dans toute la résidence en disant j'ai réservé cette voiture, je pars à tel endroit pour faire du covoiturage. Ça va avec le monde d'aujourd'hui. Jean-Baptiste Portier, ça a l'air formidable. On se croirait à San Francisco chez Google. Génial. Mais ça coûte combien et qui peut s'offrir vos résidences? Alors c'est très amusant que vous disiez chez Google, parce que quand si vous venez voir un jour la résidence de Saclay, vous aurez vraiment l'impression d'arriver à la Silicon Valley chez Google ou chez d'autres. Alors après, nous, évidemment, le modèle, il doit être économiquement viable pour les étudiants. Parce que ça coûte très cher. Ah mais pas du tout. Alors quand même, tout ce que vous nous dites, rien que le brainstorming et la matière grise pour imaginer tout ça, ça a dû prendre du temps. Non, mais attendez, quand on est passionné, le sujet n'est plus une question d'argent. Les start-upers aujourd'hui qui développent leur boîte, ils développent avec leur matière grise, ils n'ont pas un euro au départ, mais ils ont des idées géniales. Ça coûte combien et qui peut se payer ces pépites? Ça va être très simple. Évidemment, je ne peux pas vous donner le prix parce qu'il va être différent entre Clermont et Saclay. Le MIT à la française à Saclay et Clermont-Ferrand, où vous êtes la capitale de l'Auvergne. Vous êtes plutôt entre 450 et 500 euros par mois à Clermont et vous serez plutôt entre 700 et 750 à Saclay. On est toujours dans la moyenne de la location d'un logement privé dans les villes dans lesquelles on s'installe. Je ne vous parle même pas des résidences étudiantes concurrentes, je vous parle d'un logement privé. C'est-à-dire un étudiant qui veut prendre un studio à Orsay parce qu'il est, c'est rien, à HEC ou à Polytechnique ou aux Mines, il a plutôt intérêt à venir chez nous parce qu'il sera plus près pour exactement le même loyer. La grande différence, c'est que chez nous, il n'aura pas à aller louer sa Smart, sa Box, il aura le Wi-Fi à plein. On est sur des loyers hyper raisonnables, totalement de marché. Vous êtes sur un segment très particulier parce qu'il vous faut proposer un produit innovant sans pour autant exclure ceux qui n'ont pas la surface financière pour se payer ce genre de produit. Comment est-ce que vous faites pour mixer, pour rendre compatible à la fois l'impact social et la performance économique pour votre entreprise? Alors, en France, on a la chance, on a les APL. On a les APL. Donc c'est ça qui fait que ça rend la chose possible. Vous divisez par un tiers à peu près, à Clermont-Ferrand par la moitié, peu ou prou, le prix de votre location tous les mois. Après, nous, on essaye aussi d'aider ceux qui... On a quand même un modèle économique, donc on a 4 personnes à plein temps par résidence. On n'a pas juste un concierge le matin pendant 2 heures et le soir. On a un directeur adjoint, on a quelqu'un qui est en charge des services, on a un responsable technique. Donc oui, il y a des charges opérationnelles et il y a toute une infrastructure autour. Nous, on a tendance à penser qu'on va participer un peu à leur réussite universitaire en mettant tout ça à leur disposition. Alors, ça coûte peut-être un petit peu plus cher que si vous alliez au Crous. Je vous dis qu'à nouveau, le prix moyen, il est totalement cohérent avec ce que le marché immobilier résidentiel fait aux alentours. Mais c'est vrai qu'il faut que ce soit... On fait du job dating avec toutes les boîtes du coin, ceux qui n'ont pas les moyens de payer. On leur dit, si vous voulez, on peut, avec nos partenaires, trouver un petit boulot si vous voulez travailler 2 heures par jour, par exemple. Alors, est-ce que vous avez pu mesurer l'impact d'un logement aussi sympathique sur vos étudiants ? Est-ce qu'il y a un lien entre réussite scolaire et logement étudiant? C'est quand même la clé, ça. Bien sûr. Alors, je suis pas capable, pardon, j'ai pas fait exprès. Bien sûr, non, mais je suis pas capable de vous dire à la fin d'une première année, l'étudiant qui arrive en première, ça fait quand même 3 ans que vous avez ouvert vos premières résidences. Ils sont pas forcément en dernière année, ils sont pas forcément en 5e année en train de passer leur diplôme. D'ailleurs, dans les années les plus avancées, universitaires ou scolaires ou d'école de commerce ou d'école d'ingénieur, vous avez plutôt des stages, donc vous êtes plutôt plus dans votre école les dernières années. Donc, on n'arrive pas à la fin du cursus avec eux, malheureusement. On y arrive un peu avec les PACES, les premières années de médecine, où là on est capable de pas forcément de dire ceux qui ont plus de réussite pour passer en 2e année, c'est toujours très très compliqué dans les PACES, mais enfin en tout cas on met tout à disposition. On sait que les étudiants en médecine, il faut qu'ils soient entre eux, ils peuvent pas être collés à des premières années d'école de commerce qui ont envie de faire la fête, il faut qu'ils soient dans un univers un peu fermé, un peu cocon. Donc c'est tout ça qu'on met à disposition. Je peux pas vous dire s'il y a plus de résultats scolaires en étant dans la résidence Lay, mais j'ai tendance à penser que oui. On parlait de San Francisco tout à l'heure, est-ce que vous vous inspirez beaucoup de ce qui se fait à l'étranger? Quels sont les pays qui sont les plus en pointe? Est-ce que vous faites du copier
copier-coller de base de ce qui se fait pas du tout. au fin fond de la Hollande non, pas du tout, ou en Asie pas. Bien entendu, on est allé tout regarder et on a tout visité. D'ailleurs, ATSA a 25 000 lits étudiants dans le monde, de l'Australie à l'Angleterre en passant par l'Espagne. Donc bien entendu, on s'est inspiré de ce qui se faisait à l'étranger. Maintenant, l'étudiant français, il est différent. Et l'étudiant étranger qui vient en France, il vient vivre une expérience différente que celle qu'il va vivre quand il ira à San Francisco. Donc c'est pas la peine de faire la même chose qu'à San Francisco, sinon autant qu'il aille faire ses études là-bas. Donc on essaye justement de lui apporter un peu de sensibilité à la française, entre guillemets, un peu de différence, un peu d'originalité. À Toulouse, c'est quoi les spécificités françaises? Les spécificités, c'est à Toulouse, tous les jours, avoir un panier de spécialités locales. Donc on a des partenariats avec des gens dans le Gers qui font du foie gras. Et de temps en temps, on fait la soirée foie gras. On essaye d'installer nos résidences aussi dans leur environnement, dans leur écosystème local. Et quand vous êtes à Marseille, dans la ville à côté de la fac, vous n'allez pas mettre à disposition les mêmes services et imaginer le même design et la même déco que si vous êtes à Saclay avec des ingénieurs des mines ou de centrales. On l'a dit en début d'émission, vous êtes dans le giron d'AXA depuis quelques mois. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Est-ce que vous allez du coup accélérer votre rythme d'ouverture? Vous allez rentrer dans un rythme effréné là pour démystifier, parce que moi j'ai fait toute ma vie plutôt dans des fonds d'investissement, chez Blackstone, avec le tri, dans des environnements comme ça, avec du levier, de la dette, des trucs dans tous les sens, et avec un peu la peur de l'institutionnel. Pas la peur, mais qu'est-ce que c'est qu'un institutionnel qui vient, qui ne va pas vendre, qui est là pour 30 ans et tout ça. C'est génial. Ce sont des gens qui sont absolument géniaux. D'abord, AXA, c'est le premier investisseur immobilier en Europe. Ils sont hyper agiles, ils connaissent tout l'immobilier qui existe, ils font du développement, ils font de l'investissement dans tous les domaines, du résidentiel à l'hôtellerie, donc ils connaissent parfaitement le secteur. Donc on est entre les mains de gens qui connaissent très bien l'environnement. 2, ils n'investissent que leurs fonds propres. Plus d'appel aux banques. Dans des environnements comme ceux d'aujourd'hui, on ne sait pas bien ce qui va se passer demain. Plus avoir d'effet de levier, pas avoir à aller chercher de la dette pour faire de l'investissement. Simplement des fonds propres. Le deal est intéressant, on peut le closer en un mois. C'est extrêmement rapide. Je reprends vos mots, c'est génial. Génial. En termes de rentabilité, vous mettez quand même... en termes de rentabilité, c'est tout à fait Vous avez des objectifs qui sont certainement plus élevés que quand non, pas du tout. Attendez, pas du tout. Non, mais attendez, donc AXA vous rachète. Le fonds opportuniste par rapport à l'institutionnel n'a pas du tout les mêmes attentions de retour. Le fonds opportuniste, il a un business plan à 5 ans ou 6 ans. Il fait un maximum d'effets de levier avec de la dette dans tous les sens, de la junior, de la senior, de la MEDS, on les appelle tout ça. Il y a partout des tranches de dette. L'institutionnel comme AXA, il est là pour 30 ans. C'est un gage de pérennité, pour les élus aussi d'ailleurs, à qui on explique qu'on va gérer une résidence étudiante, qu'on ne va pas vendre les murs, qu'on ne va pas vendre à la découpe et faire de la défisque, qu'on va être l'opérateur et le propriétaire des murs dans le temps avec un seul interlocuteur. Enfin, ils ne sont pas là pour perdre de l'argent, on est d'accord. Non, mais attendez, cueillir un rendement, mais c'est comme tout. Si vous achetez un appartement à Paris, vous voulez louer, c'est pas pour perdre de l'argent, c'est pareil. Voilà. Simplement, c'est un vrai gage de pérennité et les attentes sont bien inférieures en termes de retour que les fonds opportunistes. Donc ça veut dire que là, vous avez les coups des franches pour en ouvrir. Alors, c'est quoi l'objectif? Alors là, on a les coups des franches pour en ouvrir avec des objectifs que je vous donner dans un instant. Et surtout, on a lancé le co-living, puisqu'on a... C'est ça, c'est co-living. On a très peu de temps. Mais alors, c'est ça, le co-living en partenariat avec des grands groupes, parce que vous voulez ne pas forcément vous adresser uniquement aux étudiants. Non, alors nous, c'est jeunes actifs maintenant. Ça peut être jeunes actifs. Voilà, on va ouvrir dans les 4 prochaines années 3 résidences de co-living. Donc, c'est... voilà, j'ai 25-35 ans, je suis en transition de vie parce que je suis expat et j'arrive à Paris ou parce que je viens de Marseille et je ferai mon premier boulot à la Défense. J'ai eu mon premier boulot à la Défense. J'ai pas envie d'habiter seul dans un petit appart dans Paris que je trouverai jamais. Il y a 50 visites pour un truc de 30 mètres carrés dans Paris, donc je trouverai jamais d'appart. Là, je vais aller dans un environnement sympa, un petit studio de 30 mètres carrés, et là, avec des services très différents de l'étudiant, puisqu'il y a restaurant, salle de sport, et ainsi de suite. Et donc là, vous êtes en partenariat avec des grands groupes, donc et on sera en partenariat avec des grands groupes qui, eux, ont des problématiques de recrutement, évidemment, parce que recruter un jeune et recruter les meilleurs au sortir des écoles, c'est quand même essayer de leur apporter des solutions dans des domaines compliqués de la vie de tous les jours, dont le logement. Et donc, on lance des partenariats avec des grands groupes. Pour répondre à votre question précédente, on a les coups des franches dans tous ces domaines-là et dans plein d'autres, parce qu'on pense que l'immobilier géré est un peu nouveau, a encore de très beaux jours devant lui, y compris dans la santé, le sport et j'en passe. Merci beaucoup. On a fait vraiment un vaste tour d'horizon. Jean-Baptiste Mortier, je rappelle que vous êtes le président de Clay. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On enchaîne tout de suite avec Smart Fresh.
Et c'est parti, Smart Fresh avec Ronan Vaspart, le directeur du MIPIM. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Et Florence Martin-Kessler, fondatrice du Live Magazine, le grand retour de Florence Martin-Kessler. On en est très content. Bonjour Florence. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors Florence, on était avec la résidence étudiante juste avant. On va parler immobilier avec Ronan tout à l'heure. Et vous avez axé votre chronique sur la ville et l'urbanisme. Je rappelle que vous êtes la présidente, la fondatrice du Live Magazine. En 2 mots, le Live Magazine. Alors, c'est un journal vivant sur scène, dans des théâtres et des salles de spectacle. On a eu un récemment à Arles. Oui, pour la clôture des rencontres d'Arles qui n'avaient pas eu lieu, mais enfin bon. Donc, on fait monter des auteurs, des journalistes, des photographes. Et donc là, vous m'aviez demandé de réfléchir à des récits qu'on avait produits sur le sujet de la ville. Donc, j'en ai choisi 3. Alors, le premier, c'est un photographe. Il s'appelle Camilo José Vergara. Oui, donc lui, c'est un Chilien qui habite à New York. Et j'avais été intéressée par son travail parce que depuis 40 ans, il photographie les mêmes coins de rue dans les ghettos américains. Donc lui, il vient du Chili, il venait d'une grande famille, il a tout perdu. Donc il s'est dit c'était intéressant de documenter sur la durée, pendant 40 ans, les mêmes coins de rue et en quelque sorte, il a un peu inventé le Google Street View chronologique en revenant encore et encore pour documenter des lieux et en essayant de capter les transformations urbaines dans des endroits qui sont pas tellement documentés. Et on les observe, ces transformations urbaines, du coup. Et donc, ça fait une espèce de time-lapse assez impressionnant. Et on aime bien au Live Magazine des auteurs qui sont un peu obsessionnels. Et lui, il en fait partie. Et son travail a été récompensé. Il a été lauréat de la bourse MacArthur, qui est la bourse des génies, $500 000. Vous nous parlez aussi des mobilités avec un auteur qui s'appelle Richard Poirot. Alors Richard Poirot, il est un ancien journaliste pour Libération des mobilités, mais il s'intéressait beaucoup à l'INA. Tous les jours, l'INA capture 2 millions d'heures d'images et lui, dans ses archives, il cherche des trucs et lui, sa petite marotte, c'est le rétrofutur. Comment, dans le passé, on va imaginer le futur. Donc, il nous avait raconté une histoire assez géniale d'innovation autour des voitures autonomes. La première date de 1961, le premier prototype. Donc, l'idée que les inventions, les innovations se passent par des inventeurs complètement loufoques et qui déposent des brevets dingos. J'avais beaucoup aimé l'accélérateur à piéton testé à la Défense et la Chitty Chitty Bang Bang, la plus petite voiture du monde. Donc aussi l'idée qu'en regardant dans les archives, on a des choses qui sont hyper drôles aussi en général. Et voilà. Et on termine avec Jean-Laurent Casselli, qui est donc lui aussi journaliste. Et il s'intéresse aux transformations de la ville contemporaine. Alors lui, il a 2 marottes. Et il est marrant, lui. Donc il écrit pas mal pour Slate. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les hipsters. Donc il écrit par exemple pour le cahier de tendance de la Fondation Jean Jaurès. Il est assez bon à trouver des signaux faibles dans les techniques de consommation dans les centres-villes. Mais son autre truc aussi, c'est les zones périurbaines. Donc il passe des heures à faire des captures d'écran et à déambuler dans les ronds-points des villes. Il passe aussi beaucoup de temps dans les salons professionnels où en général il n'y a pas beaucoup de journalistes parisiens, comme le salon de la franchise ou le salon de l'immobilier commercial. Et donc c'est là qu'il a eu son espèce de scoop. Ça a été le premier journaliste en France à parler de la France des ronds-points. Et au moment des Gilets jaunes, il avait récupéré le listing des rassemblements et il s'était aperçu que c'était toujours dans des ronds-points. Et après, il a trouvé une autre corrélation, que la pataterie, qui est une enseigne qui n'est située que dans des villes moyennes, c'était les 117 implantations de cette enseigne correspondaient aux 117 endroits où les Gilets jaunes s'étaient rassemblés. Et donc, avec beaucoup de ténacité et avec des angles assez intéressants, il réussit à raconter des choses qu'on ne voit pas souvent. Merci beaucoup Florence Martin-Kessler, fondatrice du Live Magazine. Vous restez évidemment avec nous. Belle entrée en matière. Absolument. Pour parler de notre sujet, de votre sujet. Ronan Vaspart, vous êtes donc le directeur du MIPIM, marché international des professionnels de l'immobilier, qui aura lieu à Cannes en mars 2021. Absolument. Mais comme vous n'aviez pas envie d'attendre jusque-là, et bien vous avez créé la Paris Real Estate Week, qui aura donc lieu la semaine prochaine. Et vous dites que c'est la Fashion Week de l'immobilier. Mais qu'est-ce qui est fashion dans l'immobilier ?
Alors, il y a deux éléments. Qu'est-ce qui est fashion dans l'immobilier? Il ne suffit que d'ouvrir ses fenêtres et de regarder les paysages urbains ou moins urbains d'ailleurs, qu'on vient de voir, des photographes. Effectivement, et de découvrir toute la créativité aussi des architectes, des urbanistes pour trouver quelque part ou faire des associations éventuellement avec la mode, en tous les cas avec l'innovation, la créativité, etc. La Fashion Week de l'immobilier, pourquoi cette analogie? C'est que tout simplement, suite à l'annulation du MIPIM en mars 2020, du fait du Covid, on a voulu réunir l'ensemble des acteurs de l'immobilier dès qu'on le pouvait, d'où cette semaine, donc la semaine prochaine à Paris. Et étant donné qu'on l'organise dans plein de lieux différents de Paris, c'était un peu un clin d'œil pour dire que ça se faisait un peu comme la Fashion Week. Alors, Fashion Week, parce qu'il y aura quand même le cofondateur d'Apple, Roxane Varza de Station F, du beau monde. Absolument. Comment est-ce que les startups, elles s'insèrent, selon vous, sur ce marché de l'immobilier? Alors, il y a toute une dimension qui est très forte dans l'immobilier qu'on appelle la PropTech, Property Technology, qui est vraiment comment l'immobilier intègre sa transformation digitale par les usages, puisqu'il y a de nombreuses startups qui intègrent, de startups et de sociétés de l'immobilier qui travaillent avec ces startups pour intégrer ce qu'on appelait hier la domotique, etc. Maintenant, c'est tout ce qu'on peut gérer aussi via des apps, via l'innovation en général, pour faire que l'expérience globale du bâtiment soit la plus simple possible, agile possible et agréable possible. On a évidemment le sentiment qu'il y a une tendance post-Covid qui se dessine. On sera dans quelque chose de complètement différent en matière de bureaux, de villes. Comment travaillent les cabinets d'architectes, les industriels sur ce sujet? Faites-nous un peu rêver. À quoi ça va ressembler? Alors, c'est encore... Vous faites le lien avec le Covid, c'est encore très très tôt pour le dire. Mais il est clair que c'est tout l'intérêt de la semaine prochaine, justement, de pouvoir échanger et discuter avec les différents acteurs de la chaîne de valeur. Très clairement, on sait que le bureau va se transformer d'une manière ou d'une autre. On voit un télétravail se développer beaucoup plus... Ça, c'est pas très bon pour les acteurs du marché du bureau. C'est pas très bon, oui et non. C'est-à-dire que oui, on va réinventer la manière de travailler, mais il y a aussi une dimension aussi bien-être et espace de travail, puisqu'on voit aussi la problématique de la pandémie, qui fait que peut-être que le fait d'avoir mis, excusez-moi de la comparaison, mais un peu en batterie avec les open space, etc., ça nécessite une transformation de ces espaces de travail pour peut-être avoir plus de mètres carrés par personne occupant les bureaux. Donc l'un dans l'autre, il y aura une transformation nécessaire, mais en tout état de cause, l'immobilier de bureau a encore de belles années devant lui. Qu'est-ce que vous voyez émerger? Que le futur sera incarné par le numérique, les machines, les robots, ou il y a un grand retour en force de l'homme avec un grand H? Alors, le numérique intervient évidemment, mais plutôt au service, je vais essayer d'être clair, mais au service de l'humain. Très clairement, et vous en parliez tout à l'heure avec le co-living ou les étudiants et étudiantes, on se rend bien compte que le côté très fonctionnel ne suffit plus, il faut de l'expérientiel. L'expérientiel, ça va avec le digital est un facilitateur, mais ne remplace pas la rencontre. C'est tout mon métier aussi de l'événementiel. C'est-à-dire qu'on pourrait dire maintenant les événements peuvent se faire de manière digitale uniquement. Oui. Non, bien au contraire. Il faut se voir, il faut se rencontrer, il faut participer, il faut échanger. Donc la transformation de tout ça, ça ira par le digital. Un élément essentiel, c'est toute la dimension de développement durable. Et ce qu'on vient de vivre nous fait encore plus accélérer cette transformation et comment, on parle d'autres qualités environnementales, mais au-delà de ça, comment l'immobilier doit se transformer pour intégrer beaucoup plus les éléments liés à la planète et liés au sociétal, liés à l'humain, donc c'est-à-dire l'utilisateur final, que ce soit l'occupant d'un bureau ou l'occupant d'un appartement ou d'une maison. On parle beaucoup de ville inclusive, je dirais même que ce terme est utilisé à tout bout de champ. C'est quoi une ville inclusive? Et est-ce qu'il y a un effet post-Covid de la ville inclusive, justement? C'est une excellente question. Une ville inclusive, c'est évidemment une... alors, on parle aussi beaucoup de la notion de la ville du quart d'heure aussi. Comment on est capable d'avoir... La ville du quart d'heure, c'est la dimension, et Paris essaye de se revendiquer ville du quart d'heure, c'est-à-dire comment depuis, si je me déplace à un rayon d'un quart d'heure, j'ai accès à tout. J'ai accès à mon bureau, j'ai accès à mon hébergement, j'ai accès à mes commerces, c'est vraiment formidable d'avoir accès à tout en un quart d'heure. Ce serait fabuleux. Non, ce serait fabuleux de limiter, alors tout dépend, c'est pas forcément le quart d'heure de marche à pied, etc., mais la capacité en tous les cas de limiter les temps de transport, les déplacements, la mobilité, etc., puisque c'est un impact
impact direct aussi sur la planète, hein, soyons clairs. Bien sûr. Donc c'est comment je suis capable de déposer mes enfants à la crèche tout en allant à l'école des plus grands et en allant au bureau derrière. Ça ne veut pas dire que je ne bouge plus, que je vais plus voir ailleurs et que je me mets dans un ghetto. Donc oui, la ville inclusive, c'est aussi la dimension de pouvoir accueillir toutes ces fonctionnalités, toutes les classes d'actifs dont on a besoin. Et c'est un sujet qu'on va développer particulièrement la semaine prochaine au Forum de la Ville, donc à la scène musicale, puisqu'on réunit à la fois les acteurs de la sphère publique, donc énormément de politiques, et d'acteurs de la sphère privée, puisqu'encore une fois, l'immobilier ne se fait, et particulièrement en France, que par la rencontre des deux. Il n'y a pas de développement immobilier si vous n'avez pas un plan local d'urbanisme ou des décisions d'élus locaux. La ville inclusive ? Oui. Vous n'avez pas vraiment répondu. Pardon. La ville inclusive, c'est la dimension d'accueillir les différentes fonctions et les différentes classes d'actifs pour les différentes populations dans un même lieu. Alors d'ici 2050, les 2/3 des habitants de la planète vivront dans les villes. C'est pas nouveau, on en parle depuis des dizaines et des dizaines d'années. Les enjeux environnementaux, du coup, ils deviennent primordiaux. Est-ce que vous avez l'impression que là, encore une fois, dans ce moment post-confinement, il se passe quelque chose et on est prêt pour justement les accueillir, cette arrivée massive de personnes dans les villes ? J'ai envie de dire qu'il faut bien qu'il y ait une bonne chose, en tous les cas des côtés positifs à la crise qu'on vient de vivre, c'est que ça va nous permettre ça va être un accélérateur de sujets qui étaient aujourd'hui travaillés mais pas assez développés. C'est le développement durable, on en parlait, c'est le digital, on en parlait aussi tout à l'heure. Donc oui, nécessairement, le post-Covid va générer beaucoup plus de prise de conscience de l'intérêt de développer des projets, que ce soit dans la construction, dans la rénovation, avec beaucoup plus de résilience, beaucoup plus de polyvalence, puisqu'on souffre beaucoup de la monovalence de nos bâtiments, et donc effectivement d'avoir un environnement plus vert, ou en tous les cas plus vertueux et plus résilient. Ronan Vaspart, je rappelle que vous êtes le directeur du MIPIM. Oui. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Florence Martin-Kessler, je rappelle que vous êtes journaliste et fondatrice du Live Magazine. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous évidemment le week-end prochain pour de nouvelles trajectoires audacieuses d'entrepreneurs. Bonne fin de week-end.